L'enseignement supérieur englobe des écoles de formation professionnelle, des universités privées, mais aussi des universités publiques. Et ces universités publiques sont entre autres Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, Hassan Seck de Ziguinchor et Alioune Diop de Bambey. Et également l'université de Thiès. L'université de Thiès, justement, est le sujet aujourd'hui de ce tout nouveau numéro de votre émission éducative Saint Campus. Et nous sommes présentement à l'école polytechnique de Thiès. Alors, ce tout nouveau numéro se veut spécial parce que nous allons accueillir des personnes spéciales et ces personnes ne sont nullement que, je dirais même, les professeurs de l'enseignement supérieur. Alors, représenté aujourd'hui par le secrétaire général national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, M. Malik Fall. Bonjour et bienvenue, M. Malik Fall. Bonjour, Dibi. Vous allez bien? Ça va très bien. Nous ne serons pas seuls sur ce plateau car il y a également M. Momodou Babakar Ndiaye, le coordonnateur ici au niveau de la région de Thiès des enseignants du supérieur. Bonjour et bienvenue, M. Babakar. Bonjour, bonjour, M. Sarr, c'est un plaisir. Vous allez bien? Merci. Et à Thiès, ça se passe bien? Bien, merci, tout se passe bien. Bien, merci. Alors, avant de démarrer cette émission, je vous propose, mesdames, messieurs, avec M. Momodou Babakar Ndiaye et également Malik Fall, de suivre cet élément. Et puis on revient. 11 h à l'école polytechnique de Thiès. Dans l'enceinte de l'établissement, des élèves constitués en groupe. L'engouement n'est pas le même qu'avant, mais l'ambiance est de mise. Faisant partie de la 4e promotion, ce quinquagénaire, devenu maintenant professeur dans l'établissement, revient sur la nomenclature de l'école polytechnique de Thiès. En 2017-2018, nous avons le génie civil, le génie électromécanique, le génie informatique et télécom, l'aéronautique aussi, le génie aéronautique. Alors ce qui fait que présentement nous avons porté le nombre de filières à au moins 4 filières. L'EPT semble tomber en décrépitude ces dernières années. Pour ces pensionnaires, l'établissement maintient toujours son niveau d'excellence. Je me suis retrouvée ici, j'ai été sélectionnée au concours. Nous avons la réputation d'être une école d'excellence. Donc les élèves qui viennent ici sont sélectionnés sur dossier et passent un concours à l'entrée de l'école. Je ne peux pas donner le nombre de diplômés, on est au moins à 1000 diplômés depuis 1978. La première promotion est sortie en 1978 et recevait cette promotion-là des mains du président Léopold Sédar Senghor, les diplômes. Le ministère des Forces armées gérait autant l'organisation de cet établissement. Ce passage justifie le port vestimentaire des élèves. Les tenues représentent une partie de cette tradition-là. Donc c'est juste un peu pour renforcer un peu l'esprit de discipline au sein des élèves ingénieurs. Parce que quand on porte la tenue, quand même, on sait qu'on symbolise avant tout l'école. Donc dehors, quand nous portons la tenue, nous la portons correctement afin de redorer un peu le blason de cette école. L'école polytechnique de Thiès existe depuis 1973 sous le parrainage de l'école polytechnique de Montréal avant d'être rattachée et puis détachée de l'université de Thiès. Objectif, former dans un temps déterminé des ingénieurs qualifiés et opérationnels. Alors merci, vous venez de suivre cet élément. Alors rapidement, M. Babakar Ndiaye, vous venez de suivre cet élément. Alors est-ce que l'école polytechnique de Thiès fait partie de l'université de Thiès? Malheureusement, non. Elle ne fait plus partie de l'université de Thiès depuis 2009. Donc à la création de l'université de Thiès en 2007, donc l'université a été créée en 2005 par une loi, la loi 2005-04. Et dans cette loi-là, l'école polytechnique de Thiès faisait partie de l'université de Thiès. Mais pour des raisons inhérentes à la vie, il y a eu des problèmes qui ont fait que l'université de Thiès et l'EPT, malheureusement, leur mariage n'a pas tenu. Et en 2009, il y a eu un décret qui a détaché l'école polytechnique de l'université de Thiès. Okay, l'université de Thiès est composée de combien de, je sais pas, filières ou bien départements? Pour les départements, il y a quelques années, nous en avions déjà 5.
pour les filières, je ne les ai pas encore en tête, mais chaque département a au moins une filière. Pour les écoles et les UFR, nous avons 4 UFR, 2 instituts et une école. Ça fait 7 établissements. Une idée du nombre d'étudiants? Pour le moment, nous sommes un peu plus de 3000 étudiants. 3000 étudiants. Alors, nous sommes présentement ici au niveau de l'Université de Thiès. C'était juste tout simplement pour vous rappeler, mesdames, messieurs, et vous êtes toujours dans votre émission éducative Sen Campus. Alors, monsieur Malik Fall, secrétaire général national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Récemment, vous avez tenu une énième, je ne sais pas, rencontre avec les autorités sénégalaises. Alors, que peut-on retenir vraiment de la dernière rencontre avec les autorités? Merci beaucoup, Djibi. C'est vrai que nous avons tenu, comme vous l'avez dit tantôt, beaucoup de rencontres avec les autorités pour arriver à solutionner donc, la question, des questions en tout cas qui surgissent souvent au niveau de l'enseignement supérieur. Mais la dernière rencontre que nous avons eue, nous avons le plaisir en tout cas de l'annoncer à votre antenne, c'est que nous avons été reçus de façon officieuse par M. le Président de la République. Le chef de l'État? Le chef de l'État lui-même, qui nous a reçus. Nous avons discuté avec lui et je pense qu'il a en tout cas pris un certain nombre donc, de décisions et des orientations et nous attendons tout simplement donc, que ces orientations puissent tout simplement être mises à jour. Et puis mise, comment on l'appelle encore, mise en œuvre. Ces décisions tirées de cette rencontre ne seront pas jetées aux oubliettes. Vous êtes optimiste? Ben, c'est le président de la République. Et je pense que c'est la première personnalité de ce pays. Et s'il prend donc des orientations et des décisions, je pense que ces orientations en bonne foi seront matérialisées et les décisions également qu'il a prises seront mises en œuvre. Absolument. Alors, revenons un peu sur Mamadou Babacar Ndiaye, le coordonnateur des enseignants du supérieur au niveau de Thiès. Alors, vous les enseignants, est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu sur les conditions, je ne sais pas, de travail des enseignants ici au niveau de l'Université de Thiès? Comment ça se passe? Bien sûr, donc les conditions de travail sont assez difficiles. Nous avons en moyenne un enseignant permanent pour 3 enseignants vacataires, ce qui fait que nous avons 3 fois plus de vacataires que d'enseignants permanents. Il n'y a pas assez de bureaux pour tout le monde, vous pouvez le deviner aisément. Les infrastructures, aussi bien pédagogiques qu'administratives, sont très insuffisantes. Et c'est vraiment un des plus grands problèmes que nous avons, puisque c'est... les infrastructures. Les infrastructures, en fait, plombent beaucoup le développement, ou bien l'envol même de l'Université de Thiès, qui est née depuis 2007, je le rappelle, qui a commencé ses activités en 2007. On a constaté un peu de visu l'évolution des travaux ici au niveau de l'Université de Thiès. Alors, quelle appréciation faites-vous des, je sais pas, des travaux ou bien des amphithéâtres qui tardent toujours à être livrés? La première appréciation, c'est déjà une appréciation positive, parce que le travail a finalement démarré. Il y a finalement eu un budget pour la construction de l'Université de Thiès. Budget estimé à combien? C'était autour de 6 milliards 900 si je ne me trompe pas, avec un financement conjoint de la Banque mondiale et de l'État du Sénégal. Mais le deuxième sentiment qui est vraiment le sentiment de celui qui a besoin des infrastructures, c'est vraiment un sentiment de déception, puisque les travaux prennent du temps, prennent beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Nous avions espéré que lors du lancement des travaux, que nous ne dépasserions pas les 24 mois. Là, nous avons dépassé les 24 mois depuis déjà 3 mois. Et on prévoit maintenant de livrer les bâtiments dans 1 mois. Mais on voit avec l'état d'évolution même des travaux que ce ne sera malheureusement pas le cas. Donc c'est ça vraiment qui plombe vraiment l'université. Puisque l'université, pendant un temps, on nous a même taxé d'être une université en location. Oui. Puisque si vous faites le tour de la ville de Thiès, vous verrez le logo de l'université un peu partout. Et à chaque fois que vous voyez le logo de l'université quelque part, c'est un bâtiment qui a été loué par l'université de Thiès. Dans certains cas, c'est des bâtiments qui sont affectés à l'université de Thiès, mais qui tardent à être récupérés. Bon, le seul bâtiment qu'on a pu récupérer entièrement pour le moment, c'est l'auditorium. C'est là où c'est le site où se trouvait l'ancien cinéma Amitié de Thiès, qui a été réfectionné, terminé, livré. Bon, il reste encore quelques petits détails avec l'aménagement intérieur, mais nous commençons à l'utiliser. Donc c'est l'auditorium. À côté, il y a un autre bâtiment qui s'appelle l'Auberge des Jeunes,
qui fait plus d'une cinquantaine de locaux, de bureaux utilisables et que nous ne pouvons pas utiliser parce que les travaux de réfection ne sont toujours pas terminés depuis plus de 5 ans. Alors, vous êtes optimiste par rapport à la date qu'on vous a donnée, peut-être pour la livraison de ces travaux? Très pessimiste. Bon, je vais compléter en disant aussi qu'il y a par exemple les locaux de l'ex-ONCAD également, qui ont été affectés à l'université et que nous tardons à récupérer, malgré un arrêté du gouverneur depuis 2009. Depuis 2009, nous courons derrière la récupération de ces bâtiments. Pour le moment, nous n'avons récupéré que 20% des locaux. Donc les 80% sont encore occupés par ceux qui l'occupaient avant et nous avons du mal à les faire partir. En ce qui concerne les délais, nous avions un comité de suivi ici localement qui suivait les travaux depuis leur démarrage et nous avions alerté très tôt pour dire que les travaux prenaient du retard. Donc pendant plusieurs mois, les travaux étaient arrêtés. Pour des raisons que nous ignorions, les travaux ont repris, mais ils ont repris timidement. Et si vous regardez l'état d'avancement, le second œuvre vient à peine de démarrer et c'est sûr qu'ils ne pourront pas livrer dans un mois. Dans un mois. Alors, M. Malick Fall, un mot par rapport à ça. Est-ce que c'est, comment dirais-je, ce qu'a déploré un peu M. Mamadou Babacar Ndiaye fait partie des points de revendication du SAES? Mais il faut dire, Djibi, que ces questions d'infrastructure, nous avions commencé à en parler déjà depuis 2010. Et si vous regardez le protocole d'accord signé entre le SAES et le gouvernement en 2011, déjà il figurait donc la question de ces infrastructures. Et à l'époque, nous avions fait une projection sur l'avenir en disant que si nous regardons un peu le nombre de bacheliers par an, si nous voulions régler les problèmes d'accueil des bacheliers au niveau de ces universités-là, on avait mis en place un planning de construction de salles de TP, de salles de cours, mais également d'amphithéâtre. Et on avait estimé tout cela, ce qui nous projetait vers 2017 à avoir donc une situation qui permettrait en tout cas aux différentes universités de pouvoir accueillir au minimum, pour les nouvelles universités, au minimum 20 000 étudiants. Vous avez donné cette proposition, non? C'était un protocole d'accord de 2011. 2011. On en avait discuté et tout a été donné. Récemment, vous étiez en mouvement d'humeur, je ne sais pas où jusqu'à présent, vous êtes en mouvement d'humeur. Les points de revendication sont les mêmes que, je ne sais pas, ce que vous avez posé il y a de cela quelques années, ou bien il y a d'autres qui viennent rallonger la liste des revendications, non? En fait, quand vous regardez, c'est les mêmes. En fait, quand vous regardez donc les points de revendication, de 2010 à maintenant, pratiquement, ce sont les mêmes points de revendication qui sont restés. Mais, je vous dis tout simplement ceci, c'est qu'en 2015, à la suite donc de notre grève très difficile que nous avons connue en 2015 et qui avait donc abouti à l'implication de la représentation parlementaire pour pouvoir en tout cas arbitrer et nous permettre donc d'avoir un protocole d'accord co-signé par les différentes parties. À la suite donc de ça, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement les accords n'ont pas été respectés. C'est en cela que nous avions décidé maintenant de dire au gouvernement, mettons sur la table 4 revendications pour lesquelles, si on les satisfait, nous pouvons espérer avoir donc un sous-secteur stable pendant plusieurs années devant nous. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions mis sur la table la question donc de la retraite, la question donc de la prime compensatrice au droit au logement, la question donc de la réforme des titres et la question de l'orientation des bacheliers. C'est vrai, il y a eu des avancées par rapport à certaines de ces questions, notamment pour ce qui est de la réforme des titres, elle a été appliquée, mais il reste encore quelque part. Il y avait deux éléments qui grippaient un peu la machine. L'un des éléments a été résolu lors du dernier conseil des ministres avec donc la signature du décret portant donc statut des chercheurs de l'UCAD. Donc cette question n'est plus d'actualité, mais il reste maintenant la question tout simplement de l'indice 1068 qui concerne les professeurs de classe exceptionnelle. À côté de cela, bien sûr, il y a maintenant la question de l'orientation des bacheliers. Cette question, nous avons pu discuter avec les autorités, nous sommes tombés d'accord avec eux. Il y a un arrêté qui est sur la table, mais la mise en œuvre reste encore à être affinée. Et c'est en cela que nous demandons aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur, par le biais donc de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de pouvoir convoquer tout de suite cette commission-là pour que nous préparions la rentrée de 2018-2019. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende d'être devant les faits accomplis pour tout simplement donc constater qu'encore il y a des difficultés. Alors que nous avons tout le temps devant nous
pour tout simplement donc solutionner tous les problèmes qui sont en amont. Et c'est important pour nous que la Direction générale de l'enseignement supérieur puisse convoquer la commission technique et que nous puissions tout simplement donc résoudre tous les problèmes qui sont en amont, ce qui nous permettrait donc en 2018-2019 d'avoir une situation plus ou moins calme. Maintenant, il reste bien sûr la question de la retraite. Maintenant, cette question, effectivement, c'est une question qui au-delà même des enseignants du supérieur, est une question qui concerne tous les travailleurs. Parce que nous, comme on l'a dit, nous avons voulu être tout simplement donc les pionniers. On l'a mis sur la table. Aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, rencontré M. le Président de la République. Nous sommes optimistes quant à tout simplement donc, le règlement définitif de cette question. De cette question, Malick Fall, secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Mamadou Babacar Ndiaye, coordonnateur des enseignants du supérieur ici au niveau de Thiès. Comment dirais-je, l'insertion des sortants de l'université de Thiès pose souvent problème. Les diplômes sont-ils reconnus par le CAMES? Je vous rassure, les diplômes sont reconnus par le CAMES. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous pouvons avoir des sortants qui poursuivent leurs études partout dans le monde. Si on n'avait pas des diplômes qui n'étaient pas reconnus, je pense que nos étudiants ne pourraient pas avoir une préinscription dans d'autres pays. Ils ont quelques difficultés pour insérer la fonction publique. C'est quoi là? Ça c'est différent. Est-ce qu'on peut savoir là où le bas blesse? En général, quand il y a un problème d'insertion avec la fonction publique, c'est des décrets qu'il faut prendre. Par exemple, vous dites, par exemple, pour être enseignant, par exemple du moyen secondaire, il fallait sortir obligatoirement, pour insérer la fonction publique, il fallait sortir obligatoirement de l'école normale, par exemple. Maintenant, lorsqu'on a créé d'autres facultés, par exemple à Saint-Louis, il a fallu prendre un décret pour dire que ceux qui sortaient de cette nouvelle faculté de formation des enseignants à Saint-Louis pouvaient également intégrer la fonction publique. C'est juste ça. Maintenant, pour nous, nos étudiants, il y en a qui intègrent la fonction publique. Je peux vous parler par exemple du cas de ceux qui sont sortis avec une formation de géomètre topographe. La quasi-totalité de la première promotion est intégrée au cadastre. Le cadastre, c'est bien la fonction publique. Les autres sont insérés dans les cabinets, etc. Donc on n'a pas de problème de reconnaissance. Les programmes sont-ils adaptés? L'université Thiès a une particularité. La particularité, c'est qu'on a voulu en faire une université professionnelle dès le départ. C'est-à-dire que toutes les formations qui existent à l'université Thiès ont été conçues d'un commun accord entre les enseignants et les membres du milieu socio-professionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avant d'ouvrir une formation, il y a des ateliers qui se tiennent entre les enseignants, ceux qui vont faire la formation, et ceux qui ont besoin du produit formé, pour harmoniser leurs positions, pour harmoniser le contenu. C'est pour ça que d'ailleurs que la quasi-totalité des formations à l'université Thiès sont professionnalisantes. Nous, on n'a pas de problème pour former des gens qui, à la fin, n'ont pas une certaine compétence. On a du génie logiciel. Destiné à la formation, je ne sais pas, professionnelle. Alors les textes ne sont pas, je ne sais pas, caducs ou obsolètes? Les textes sont caducs. Ils sont caducs pas parce qu'on a orienté forcément la mission de l'université. La mission de l'université, au départ, c'était une université polytechnique. Mais elle est restée une université professionnalisante. Mais les textes sont caducs parce que le texte de 2004, par exemple, disait que c'est une loi. C'est la loi 2005-04 qui dit que l'école polytechnique est à l'intérieur de l'université. Qui disait que l'Institut des sciences de la Terre est à l'intérieur de l'université. Il se trouve que ces deux structures ne sont plus à l'université. Donc la loi, on doit la modifier. Pour pouvoir, et on avait dit qu'on crée l'université polytechnique de Thiès qui a changé de dénomination, qui est devenue maintenant université de Thiès. Donc ce sont ces petits vides juridiques qu'il faut vider très rapidement. Le CS a proposé, je ne sais pas, une solution face à cela? Oui, des solutions ont été proposées plusieurs fois, mais à chaque fois il y a eu... les textes ont été préparés à l'université de Thiès, amendés à l'université de Thiès, envoyés dans le circuit. Et ce sont des textes qui à chaque fois durent tellement dans le circuit qu'au moment de les adopter, il y a encore eu des changements dans le régime qui font qu'il faut encore faire revenir les textes. Par exemple, au départ, il y a eu la loi sur l'orientation de l'enseignement supérieur. Ensuite, il y a eu la loi cadre. Ensuite, il y a eu maintenant la nouvelle orientation qui doit viser tous ces textes-là. Donc, on attend que le décret d'application de la loi cadre sorte pour qu'on puisse mettre en œuvre ces textes-là. Alors, Malick Fall, l'enseignement supérieur entre mots et mots. Les secteurs comme l'éducation et également la santé sont en évolution. Et ceci n'est pas dû à, je sais pas, à la prolifération des écoles de formation parce que
récemment, il paraît, comme prenons l'exemple de la, je sais pas, de la filière médecine. Donc l'État a créé, je sais pas, des filières au niveau des universités de Ziguinchor, Thiès, Bambey et, comment dirais-je, Gaston Bergeron. Tout à fait. Vous me permettrez tout simplement, Djibi, de réagir par rapport à ces questions de texte-là. Mais il faut dire tout simplement que pour ce qui est donc de l'orientation, disons, de la validité des diplômes, il faut savoir que l'État du Sénégal aujourd'hui a voté une loi qui permet même aux universités privées que leurs diplômes puissent être reconnus au niveau de la fonction publique. À plus forte raison maintenant les universités publiques. Donc cela ne se pose pas. Et ensuite nous avons donc un organe d'accréditation qui est donc l'ANAQ-Sup qui est là et qui accrédite tous les diplômes que nous délivrons. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème des textes également, il y a que la loi cadre a été votée, il reste donc les décrets d'application. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons eu des séances de travail entre nous d'abord, SAES, en invitant même donc, des personnalités du ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'on puisse travailler sur les décrets d'application. Okay. Mais il se trouve que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui traîne les pieds pour que tous les décrets d'application qui permettent maintenant aux universités de fonctionner de façon juridiquement correcte. Mais c'est là où encore on a donc des difficultés. Okay. Donc il faut effectivement que le ministère de l'Enseignement supérieur fasse très rapidement donc, ce qu'il doit faire pour que les décrets d'application puissent être votés et publiés et que nous puissions tout simplement donc, travailler de façon juridiquement correcte. Et par rapport à l'orientation. Par rapport à l'orientation des bacheliers, ce que je vais dire parfois c'est certain. Donc ce n'est pas une réflexion qui est faite au niveau du SAES. Je parle intuité personnelle. Mais ce que je vous dis tout simplement, c'est que vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a une prolifération donc d'écoles privées. Oui. Rien qu'à Dakar, on a plus de 300 écoles de formation. Parce que tout simplement, je l'ai dit quelque part, il y a tel que donc c'est libellé avec cette possibilité d'orientation donc des bacheliers dans le privé, mais vous allez avoir forcément des gens qui ne sont pas du secteur qui vont y rentrer. Et pire, 45% des jeunes n'ont aucune qualification au Sénégal. Parce que tout simplement, vous allez avoir des personnes qui vont venir louer leur bâtiment en sachant tout simplement qu'ils vont mettre en place toutes les garanties qui leur permettent donc d'avoir l'accréditation, mais ensuite on va leur donner donc on va leur affecter des étudiants. Ils vont continuer à recevoir leur argent sans que tout simplement donc la formation ne soit une formation comme on l'a fait. Mais ce qui est rapidement dans le cadre de la médecine. Parce que ça, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça, c'est intuité personnel. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des universités qui sont éparpillées un peu partout dans le pays et dans lesquelles universités nous avons la création partout de facultés de médecine. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour qu'au niveau de ces différentes facultés de médecine, qu'on crée toutes les formations qui permettent aux Sénégalais, en tout cas aux étudiants, d'avoir la possibilité d'être donc des infirmiers, des sages-femmes, ce qui nous obligerait à fermer toutes les écoles qui sont des écoles qui officient dans le domaine de la santé. Parce que la santé, elle est extrêmement importante. Mais ça, c'est intuité personnelle. Ce n'est pas une réflexion qui est encore faite au niveau du SAES. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, l'État devrait encore, en tout cas, revoir donc, le cas donc, de ces universités. Sa manière de faire. Et l'État également, M. Babacar Ndiaye, rapidement, doit de l'argent à certaines écoles de formation. Votre appréciation par rapport à cela? Mon appréciation, c'est que dès le départ, nous avions proposé à l'État qu'avant d'orienter les étudiants dans le privé, ils auraient mieux fait d'investir dans le public. Puisque le paiement de scolarité d'étudiants dans le privé n'est pas durable, n'est pas viable. Même si on avait mis 50% pour payer les étudiants, 50% pour les constructions, je pense que là, on aurait déjà résolvé le cas. Malheureusement, ça n'avait pas été le cas. Donc, des problèmes de gestion font que beaucoup d'écoles ont été ouvertes. On a envoyé des étudiants dans des écoles qui peut-être n'avaient pas les reins assez solides pour pouvoir fonctionner sans que les étudiants envoyés par l'État ne payent. Et le problème auquel on va arriver bientôt, c'est que la plupart de ces écoles-là vont fermer. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'étudiants qui leur ont été envoyés par l'État que d'étudiants propres.
Donc les structures vont être bloquées parce que l'État leur doit de l'argent. Maintenant, pourquoi l'État leur doit de l'argent? Ça, je pense que c'est un problème interne. Mais nous, on avait dit dès le départ en 2013 que ce n'était pas une solution dans le long terme. La solution dans le long terme, c'était de construire convenablement les universités pour que toutes les universités puissent accueillir au minimum 30 000 étudiants. Malheureusement, à Thiès, avec le budget qu'on a eu, les constructions sont en train de se dérouler bon an, mal an. À la fin, nous peinerons à avoir 6 000 étudiants. Pourquoi? Parce que les infrastructures ne sont pas dimensionnées. L'effectif commence à augmenter ici au niveau de Thiès. L'effectif augmente. Au départ, on était 700, 800, 900, on est passé à 1000, 1200, 1500, 2000, etc. Mais on est limité pour le moment parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Les salles de classe dans la plupart des structures comme l'Institut universitaire de technologie ou l'UFR Sciences de l'ingénieur, c'est des bâtiments conventionnés, c'est des bâtiments à usage d'habitation qui ont été transformés pour accueillir des élèves. Donc avec ces conditions-là, on ne peut pas agrandir. Malheureusement, les effectifs ne peuvent pas suivre comme nous on le souhaiterait, puisque une université, son objectif c'est de promouvoir la recherche, de promouvoir la formation et d'avoir des étudiants de qualité. Rapidement, vos dirigeants ou bien vos autorités de tutelle vous doivent de l'argent, vous les enseignants du supérieur ici au niveau de l'université de Thiès? À l'université de Thiès, nous avons une certaine organisation qui fait que nous planifions en fait les dépenses dans l'année. Donc cette planification a subi une petite entorse depuis 2016 avec la réforme des titres. Ce qui fait que pour le moment, nous avons un gap de 250 millions. 250 millions. L'université de Thiès a dans son fonctionnement un gap de 250 millions qu'il faut qu'il récupère. Ces 250 millions auraient dû être versés par le ministère de l'Enseignement supérieur qui en avait pris l'engagement depuis 2016. Malheureusement, depuis 2016, nous traînons ce gap-là. Qui font que maintenant nous avons du retard sur le paiement des vacataires, ce que nous n'avions pas eu. Nous avons du retard sur le paiement des heures complémentaires, ce que nous n'avons pas eu. Nous avons le retard sur le paiement de contractuels, ce que nous n'avions pas eu. Donc ces 250 millions sont primordiales et urgentes. Voilà. Donc également, vous exigez quoi pour terminer? L'accélération des Nous exigeons le plus rapidement possible la livraison de ces chantiers-là. Et nous demandons au gouvernement de venir constater de visu que ces chantiers ne sont pas dignes d'une université. Il faut aussi que les gens aient le courage de dire les choses. Nous ne sommes pas une école, ni un institut. Nous sommes une université. Une université a besoin de grandir. Avec ces infrastructures, nous resterons à 6 000 étudiants. Ou bien, on va encore faire comme Dakar, prendre 10 000 ou 15 000 étudiants. Mais les étudiants seront dehors, ils n'auront pas de salle où étudier. Donc il faut qu'il y ait un autre plan de construction de l'université de Thiès. Le budget de construction des universités qui existent, ou bien le budget de financement des étudiants dans l'enseignement supérieur, même si on avait utilisé la moitié, rien que la moitié, depuis 2013, l'argent qu'on a mis dans l'enseignement supérieur privé, si on avait pris la moitié, on aurait construit l'université de Thiès avec une taille adéquate. Alors, Malick Fall, nous sommes au terme de cette émission. Perspective du syndicat autonome de l'enseignement supérieur? Mais c'est, comme son nom l'indique, nous sommes des défenseurs de l'enseignement supérieur. Donc nous allons nous inscrire donc, dans une perspective tout simplement donc, de régler les problèmes qui concernent d'abord les enseignants du supérieur. Et ensuite, je pense qu'il faudrait maintenant, aujourd'hui, que nous travaillions à stabiliser donc, le sous-secteur de l'enseignement supérieur, mais surtout également que nous travaillions dans le programme de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que le Sénégal puisse se doter disons, d'un programme de recherche, d'une loi d'orientation sur la recherche, pour qu'on sache quel type de recherche nous voulons pour notre pays. D'abord, quel type de développement nous voulons pour notre pays. Et en fonction donc, de ce type de développement, il faudra que l'on mette en place tout simplement donc, les programmes de recherche pour arriver à atteindre donc, cet objectif-là. Donc pour nous, la stabilisation du sous-secteur de l'enseignement supérieur qui passe effectivement par le règlement donc, des problèmes sociaux que nous avons posés sur la table est primordial, et ensuite il faut aller vers le développement de la recherche dans ce pays-là. Votre dernier mot. Mais vous remercier donc la DTV pour nous avoir permis en tout cas donc de faire véhiculer donc un certain message et puis renouveler tout simplement donc
l'engagement que nous avons pris à travers avec vous sur le secteur, en tout ce qui concerne donc le secteur de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup Malik Fall, qui je rappelle est le secrétaire général national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Il est en compagnie de son ami, de son camarade, M. Babacar Ndiaye. Lui, il est le coordonnateur ici au niveau de l'université de Thiès. M. Ndiaye, mot de la fin. Le mot de la fin, je l'adresse à tous les camarades. Et j'aimerais à la fin, avant que nous nous quittions, saluer ici la mémoire du professeur Maïssa Fall. Paix à son âme, qui est un pionnier, un précurseur de l'université de Thiès, qui a bâti l'université de Thiès de par sa connaissance, de par son travail, de par son savoir-faire, qui malheureusement nous a quittés prématurément en 2015. Et toutes nos pensées vont à lui en ce moment. Donc si c'est quelqu'un qui s'est investi, beaucoup investi pour le financement et la réalisation des infrastructures ici à l'université de Thiès, je pense que au moins je pense que les autorités pourront, pour lui rendre hommage, prendre un des bâtiments et lui donner son nom. Il s'est investi personnellement sur les études de sol, parce que pendant un moment, les travaux étaient bloqués, parce qu'on ne pouvait pas faire les travaux sans faire les études de sol. Il a pris sur lui de faire toutes les études de sol. Il travaillait avec l'architecte matin, midi, soir pour concevoir et mettre en œuvre ce projet-là. Donc le projet de construction de l'université de Thiès, on le doit on le doit principalement au professeur Maïssa Fall, paix à son nom, que Dieu l'accueille. Il y a également M. Ibrahima Sow, il était de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui vient tout juste de nous quitter. Alors, M. Fall? Mais c'est le professeur Bouba Diop qui nous a appelés tout de suite pour nous annoncer cette mauvaise nouvelle. Et je rappelle que le professeur Ibrahima Sow a animé dans les locaux de l'ADTV, je pense le mercredi passé, une émission avec le professeur Dahadem et le coordonnateur du campus de Dakar. Ils ont animé une émission et nous étions en train de travailler ensemble sur la question de la retraite des enseignants. Et voilà que sur la pointe des pieds, il nous a quittés comme ça. Je voudrais vraiment donc au nom du CES nous incliner devant la mémoire donc, de cette illustre personnalité, comme nous le faisons également du reste pour la mémoire de notre collègue et ami le professeur Maïssa Fall. Et je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit notre ami Babacar Ndiaye. C'est un grand homme. La DTV également présente toutes ses condoléances aux familles éplorées. Vraiment, paix à leur âme et que la terre leur soit légère. Alors, mesdames, messieurs, tout est bien, qui finit bien. C'est la fin de cette émission. Alors, qui je rappelle, nous étions vraiment à l'université de Thiès, école polytechnique de Thiès. Alors, merci à l'ensemble des professeurs de l'université de Thiès, plus particulièrement aux syndicats autonomes ou bien aux membres du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Alors, rendez-vous vraiment dans un mois, vraiment dans une autre université publique ou bien école de formation professionnelle ici au niveau du Sénégal pour un autre numéro de votre émission éducative Sen Campus.